Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 12. Des jugements. 20. Jeune homme, Euripyle, et vous dites. C'est un bel esprit. Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre. Il est charpentier. Et de celui qui refait un mur. Il est maçon. Je vous demande quel est l'atelier où travaille cet homme de métier, ce bel esprit? Quelle est son enseigne? À quel habit le reconnaît-on? Quels sont ses outils? Est-ce le coin? Sont-ce le marteau ou l'enclume? Où fend-il, où cogne-t-il son ouvrage? Où l'expose-t-il en vente? Un ouvrier se pique d'être ouvrier. Euripyle se pique-t-il d'être bel esprit? S'il est tel, vous me peignez un fat, qui met l'esprit en roture, une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est beau ni ce qui est esprit ne saurait s'appliquer sérieusement. Et s'il est vrai qu'il ne se pique de rien, je vous entends, c'est un homme sage et qui a de l'esprit. Ne dites-vous pas encore du savantas? Il est bel esprit. Et ainsi du mauvais poète? Mais vous-même, vous croyez-vous sans aucun esprit? Et si vous en avez, c'est sans doute de celui qui est beau et convenable. Vous voilà donc un bel esprit. Ou s'il s'en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure, continuez, j'y consens, de le donner à Euripyle, et d'employer cette ironie comme les sots, sans le moindre discernement, ou comme les ignorants, qu'elle console d'une certaine culture qui leur manque, et qu'ils ne voient que dans les autres. 21. Qu'on ne me parle jamais d'encre, de papier, de plume, de style, d'imprimeur, d'imprimerie, qu'on ne se hasarde plus de me dire. Vous écrivez si bien, Antisthène. Continuez d'écrire. Ne verrons-nous point de vous un in-folio? Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui n'est point de fin. Il devrait ajouter, et nul cours. Je renonce à tout ce qui a été, qui est, et qui sera livre. Béry tombe en syncope à la vue d'un chat, et moi à la vue d'un livre. Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre à l'abri du nord, ai-je un lit de plumes, après 20 ans entiers qu'on me débite dans la place? J'ai un grand nom, dites-vous, et beaucoup de gloire. Dites que j'ai beaucoup de vent, qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce métal qui procure toute chose? Le vil praticien grossit son mémoire, se fait rembourser des frais qu'il n'avance pas, et il a pour gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou feuille morte devient commis, et bientôt plus riche que son maître. Il le laisse dans la roture, et avec de l'argent il devient noble. B. S'enrichit à montrer dans un cercle des marionnettes. B. À vendre en bouteille l'eau de la rivière. Un autre charlatan arrive ici de Delà-les-Monts avec une malle. Il n'est pas déchargé que les pensions courent, et il est prêt de retourner d'où il arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure est Mercure, et rien davantage, et l'or ne peut payer ses médiations et ses intrigues. On y ajoute la faveur et les distinctions. Et sans parler que des gains licites, on paye au tuilier sa tuile, et à l'ouvrier son temps et son ouvrage. Paye-t-on à un auteur ce qu'il pense et ce qu'il écrit? Et s'il pense très bien, le paye-t-on très largement? Se meuble-t-il, s'anoblit-il à force de penser et d'écrire juste? Il faut que les hommes soient habillés, qu'ils soient rasés. Il faut que retirés dans leur maison, ils aient une porte qui ferme bien. Est-il nécessaire qu'ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécilité, continue Antisthène, de mettre l'enseigne d'auteur ou de philosophe. Avoir, s'il se peut, un office lucratif, qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis, et donner à ceux qui ne peuvent rendre. Écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme tityre, siffle ou joue de la flûte. Cela ou rien. J'écris à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me prennent à la gorge, et me disent. Vous écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau livre. Du beau, du bon, du vrai, des idées, du premier principe, par Antisthène, vendeur de marée. 22.
Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à se faire entendre par interprètes, nous ne pourrions pas marquer un plus grand étonnement que celui que nous donne la justesse de leurs réponses, et le bon sens qui paraît quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays, jointe à l'orgueil de la nation, nous fait oublier que la raison est de tous les climats, et que l'on pense juste partout où il y a des hommes. Nous n'aimerions pas être traités ainsi de ceux que nous appelons barbares. Et s'il y a, en nous, quelque barbarie, elle consiste à être épouvanté de voir d'autres peuples raisonner comme nous. Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes ne sont pas civilisés. De même toute campagne n'est pas agreste et toute ville n'est pas polie. Il y a dans l'Europe un endroit d'une province maritime d'un grand royaume où le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire est le magistrat grossier, et dont la rusticité est héréditaire. 23. Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples. 24. Si nous entendions dire des orientaux qu'ils boivent ordinairement d'une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions: cela est bien barbare. 25. Ce prélat se montre peu à la cour, il n'est de nul commerce, on ne le voit point avec des femmes. Il ne joue ni à grande ni à petite prime, il n'assiste ni aux fêtes ni au spectacle, il n'est point homme de cabale, et il n'a point l'esprit d'intrigue. Toujours dans son évêché, où il fait une résidence continuelle, il ne songe qu'à instruire son peuple par la parole et à l'édifier par son exemple. Il consume son bien en des aumônes, et son corps par la pénitence. Il n'a que l'esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et de la piété des apôtres. Les temps sont changés, et il est menacé sous ce règne d'un titre plus éminent. 26. Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d'un certain caractère et d'une profession sérieuse, pour ne rien dire de plus, qu'ils ne sont point obligés à faire dire d'eux qu'ils jouent, qu'ils chantent, et qu'ils badinent comme les autres hommes? Et qu'à les voir si plaisants et si agréables, on ne croirait point qu'ils fussent d'ailleurs si réguliers et si sévères? Oserait-on même leur insinuer qu'ils s'éloignent par de telles manières de la politesse dont ils se piquent? Qu'elle assortit, au contraire, et conforme les dehors aux conditions, qu'elle évite le contraste, et de montrer le même homme sous des figures différentes et qui font de lui un composé bizarre ou un grotesque? 27. Il ne faut pas juger des hommes comme d'un tableau ou d'une figure, sur une seule et première vue. Il y a un intérieur et un cœur qu'il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre le mérite, et le masque de l'hypocrisie cache la malignité. Il n'y a qu'un très petit nombre de connaisseurs qui discernent, et qui soient en droit de prononcer. Ce n'est que peu à peu, et forcé même par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à se déclarer. 28. Fragment. Il disait que l'esprit dans cette belle personne était un diamant bien mis en œuvre, et continuant de parler d'elle. C'est, ajoutait-il, comme une nuance de raison et d'agrément qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent. On ne sait si on l'aime ou si on l'admire. Il y a en elle de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi de quoi vous mener plus loin que l'amitié. Trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux hommes que de leur mérite, et ne croit avoir que des amis. Pleine de vivacité et capable de sentiments, elle surprend et elle intéresse. Et sans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les conversations, elle a encore ces saillies heureuses qui, entre autres plaisirs qu'elles font, dispensent toujours de la réplique. Elle vous parle comme celle qui n'est pas savante, qui doute et qui cherche à s'éclaircir. Et elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s'appliquer à vous contredire avec esprit, et d'imiter Elvire, qui aime mieux passer pour une femme vive que marquée du bon sens et de la justesse, elle s'approprie vos sentiments, elle les croit siens, elle les étend, elle les embellit. Vous êtes content de vous d'avoir pensé si bien, et d'avoir mieux dit encore que vous n'aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la vanité, soit qu'elle parle, soit qu'elle écrive.
Elle oublie les traits où il faut des raisons. Elle a déjà compris que la simplicité est éloquente. S'il s'agit de servir quelqu'un et de vous jeter dans les mêmes intérêts, laissons à Elvire les jolis discours et les belles lettres, qu'elle met à tous usages. Artémis n'emploie auprès de vous que la sincérité, l'ardeur, l'empressement et la persuasion. Ce qui domine en elle, c'est le plaisir de la lecture, avec le goût des personnes de nom et de réputation, moins pour en être connue que pour les connaître. On peut la louer d'avance de toute la sagesse qu'elle aura un jour, et de tout le mérite qu'elle se prépare par les années, puisqu'avec une bonne conduite elle a de meilleures intentions, des principes sûrs, utiles à celles qui sont comme elle exposées aux soins et à la flatterie. Et qu'étant assez particulière sans pourtant être farouche, ayant même un peu de penchant pour la retraite, il ne lui saurait peut-être manquer que les occasions, ou ce qu'on appelle un grand théâtre, pour y faire briller toutes ses vertus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.